Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. La Fondation Flavien est à l'origine d'un nouveau rendez-vous en principauté, la première conférence sur les cancers pédiatriques et maladies rares. Coup de projecteur sur le passeport santé climat environnement. La remise des diplômes de cette option facultative vient d'avoir lieu. Nous dresserons le portrait du père Michael Najib. Il a dû fuir son couvent de Mossoul il y a 5 ans. Ce père dominicain a donné une conférence au Théâtre des Variétés. Le service d'urologie du centre hospitalier Princesse Grasse est doté depuis peu d'un laser grâce à un généreux donateur. Les élèves du lycée Albert Ier et du lycée FANB ont débattu autour de 2 thèmes, le nucléaire et le bio, dans le cadre des 12e rencontres Monaco Jeunesse et Développement Durable. Nous ferons un focus sur la première édition d'Art Monte Carlo qui a lieu au Grimaldi Forum jusqu'au 1er mai. Et enfin, notre invité du week-end, Frédéric Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque. Nous parlerons entre autres de la traditionnelle braderie organisée ce samedi à l'espace Léo Ferré. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez, l'information principale de ces 29 et 30 avril, l'organisation de la toute première Nuit Blanche à Monaco avec la découverte gratuite d'un parcours artistique débutant sur les plages du Larvoto. Au programme de 19h vendredi jusqu'à 6h du matin samedi, des expériences esthétiques avec des artistes de renommée internationale. Reportage à suivre dans vos éditions dès la mi-journée de samedi. La jeune mais dynamique Fondation Flavien est à l'origine d'un nouveau rendez-vous en principauté. Elle vient d'organiser la première conférence sur les cancers pédiatriques et maladies rares. Cela s'est passé au lycée technique et hôtelier de Monaco. Le reportage de Patricia Navarro, Horacio Gaggino et Olivier Roux. Créée il y a 2 ans après le décès du petit Flavien, la jeune fondation qui porte son nom ne cesse de monter en puissance. Actions de sensibilisation autour de la lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares infantiles, campagne de collecte de fonds, mobilisation des pouvoirs publics, soutien aux familles de malades, les projets ne manquent pas. Le dernier en date, la première conférence sur les cancers pédiatriques vient de réunir plus de 200 personnes dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier. En fait, on a décidé de faire cette première conférence parce que le but de la Fondation, c'est de sensibiliser le public au cancer et on a estimé qu'il était très important de faire venir des intervenants extérieurs, des docteurs, des professeurs, pour que ce soir ils puissent communiquer sur le cancer. 4 intervenants se sont succédés pour évoquer tour à tour l'incidence des cancers, les traitements actuels, la recherche, mais aussi pour formuler des recommandations de prévention en matière de cancer pédiatrique. On peut diminuer de 40% cette incidence en fait, des cancers de l'enfant. Donc c'est vrai que pour des parents, c'est fondamental d'apprendre à bien manger aux enfants, de leur faire de l'activité physique parce que ça c'est une vraie prévention contre les cancers. Alors les exemples très concrets, c'est par exemple savoir bien sûr éradiquer le tabac et l'alcool. Vous allez me dire là j'enfonce des portes ouvertes, mais quand on voit nos adolescents, c'est quand même fondamental. Au-delà de ça, on a maintenant des recommandations en termes d'utilisation de certaines graisses, puisqu'on a toujours en tête de supprimer les graisses et d'éradiquer les graisses. Ce qui n'est pas faux, c'est les mauvaises graisses. Par contre, il faut considérer qu'on a des très bonnes graisses dans l'alimentation. Les oméga 3 qui sont de moins en moins présentes dans notre alimentation occidentalisée. Donc ce soir, je vais essayer de montrer comment concrètement on peut rentrer des oméga 3 dans l'alimentation de nos enfants d'une manière simple et conséquente, puisqu'on sait que juste avec des taux d'oméga 3 conséquents, on arrive à diminuer l'incidence des cancers. Dans l'assistance, une maman et sa fille étaient particulièrement attentives. Marie-Léa a souffert d'une aplasie médulaire. Sa moelle osseuse a cessé de fonctionner et c'est grâce à un donneur qu'elle a pu subir une greffe et sortir victorieuse de la maladie. Elle occupait la chambre voisine du petit Flavien à l'hôpital Larcher. C'est ainsi qu'est née une amitié indéfectible avec Denis Macario qui a créé la Fondation Flavien après le décès de son fils. Heureusement qu'il y a des associations, d'ailleurs comme donc la Fondation Flavien, parce qu'au moins on se comprend. Quand on parle avec des gens de l'extérieur, on parle chinois. Et les gens nous disent qu'il faut tourner la page. On ne tourne jamais la page. Il faut apprendre à vivre avec ses blessures, parce que Marie-Léa revient de loin, j'ai failli la perdre plusieurs fois. Donc elle est là, c'est l'espoir. Mais les gens ne comprennent pas qu'on met du temps à s'en remettre. Et donc les associations, la Fondation Flavien en tous les cas, est bien pour ça, parce qu'on peut parler ouvertement
surtout avec Denis qui a perdu Flavien. Et la Fondation Flavien, quant à elle, va justement poursuivre ses efforts de sensibilisation du grand public et de collecte de moyens pour financer la recherche. Une opération apéro-concert aura lieu le 3 juin au marché de la Condamine. Puis un tournoi de football accompagné d'animations pour toute la famille sera organisé le 2 juillet prochain. Toujours au lycée technique et hôtelier de Monaco, coup de projecteur à présent sur le passeport santé, climat et environnement. La remise des diplômes de cette option facultative mise en place en partenariat avec le CSM, le Centre scientifique de Monaco, vient de se dérouler. Voyez le reportage d'Émilie Rousseau et David Bernardi. Sensibiliser la jeune génération au réchauffement climatique et ce via l'enseignement, tel est le but du passeport santé, climat, environnement. Instaurée depuis le début de l'année dans les lycées monégasques, cette option facultative aura séduit nombreux d'entre eux, notamment des étudiants de première et de terminale scientifique. Cet enseignement était basé sur un principe de e-learning réalisé en partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. On a proposé cet enseignement et on a eu l'heureuse surprise de voir que cet enseignement correspondait à une préoccupation des jeunes puisqu'ils sont fortement mobilisés pour suivre une formation pédagogique originale sur Internet qu'ils pouvaient interroger de leur ordinateur personnel pendant 10 semaines depuis la rentrée scolaire 2015, donc tout l'hiver. Les cours ont été disponibles pendant une semaine, des cours de 1 heure, des séminaires sur le web, avec à la fois un enseignement didactique et à la fin de l'enseignement un contrôle des connaissances par des QCM et un contrôle des connaissances qui était interactif. 10 séminaires pour exposer aux lycéens les conséquences du réchauffement climatique sur la santé. L'occasion aussi de préparer au mieux cette nouvelle génération aux challenges environnementaux de demain. Il m'a apporté des connaissances donc, sur les maladies qui ont été apportées par le réchauffement climatique et sur beaucoup d'autres choses. Et ça a surtout mis en valeur l'importance de ce qu'on fait vis-à-vis de l'environnement et pour donc, le futur. Est-ce que tu penses que ce cycle, ce passeport santé, climat, environnement va te servir après le bac ? Je pense oui, parce que comme ils ont dit, il figurera sur notre CV. Et de plus, donc, ce sont des connaissances qui restent et qui nous aideront peut-être plus tard. Cette lycéenne ainsi que tous les autres diplômés représentent donc la première promotion du passeport santé, climat, environnement. Un club très fermé, comme l'a souligné le professeur Patrick Rampal dans son discours. Des étudiants qui pourront compter sur le soutien du Centre scientifique de Monaco après leurs études, notamment dans leur orientation de choix de carrière. Sous la menace des islamistes, le père Michael Najib a dû fuir son couvent de Mossoul il y a 5 ans. Il vient de donner une conférence au Théâtre des Variétés, conférence organisée par le diocèse de Monaco. Reportage. En août 2014, lorsque les djihadistes se sont emparés de sa région, le père Michael Najib a accompagné ses frères chrétiens et yézidis sur leur route de l'exode vers le Kurdistan irakien dans la banlieue chrétienne d'Erbil. Depuis, il a aménagé des immeubles en construction pour loger des centaines de familles qui ont tout perdu dans leur fuite. Le père Najib vient de donner une conférence au Théâtre des Variétés à l'invitation du diocèse de Monaco en partenariat avec Mission Enfance et l'AMCA. L'exil des chrétiens, en réalité, s'est passé en plusieurs étapes. La plus prononcée, la plus dangereuse, c'était la nuit de 6 à 7 août 2014, où l'État islamique, qu'on les appelle Daesh, ont attaqué la région de Ninive, où ils ont chassé tout le monde, dont la majeure partie des chrétiens ont quitté cette région pour s'orienter vers le Kurdistan. Et c'était vraiment une nuit noire, une nuit terrible. C'est un véritable exode obligé où les gens ont abandonné leur maison, tout ce qu'ils ont, pour aller dans une terre qu'ils ne connaissent pas, de l'inconnu. Et c'est malheureux parce que depuis des siècles qu'on vit avec l'islam en fraternité, il y avait des moments très très durs, bien entendu. Au début de l'islam également, il y avait pas mal des massacres. Mais aujourd'hui, il ne faut pas admettre cela. La violence doit s'arrêter. Et c'est imposer la loi
dans ces pays-là, au lieu de vendre les armes, il faut vendre la culture, l'éducation, aider les gens à s'épanouir, à vivre en fraternité. Ce religieux intellectuel se retrouve aujourd'hui dans la tourmente humanitaire de l'Irak et malgré cela, il poursuit une autre tâche sans relâche. Depuis plus de 20 ans, le père Najib s'est investi d'une mission, la sauvegarde des manuscrits de Mésopotamie par la numérisation, comme s'il avait pressenti il y a de nombreuses années déjà la menace qui pèserait un jour sur les chrétiens et les habitants de cette région. Mon idée avant tout, c'est d'aider les peuples, aider les gens, aider les vivants. Mais ces vivants-là, ils ont cette histoire du passé. Donc pour préserver cette histoire, il faut d'abord la préserver et la numériser, surtout les documents anciens, dont les manuscrits, dont certains remontent au XIIe, XIIIe siècle. Et j'ai numérisé pas seulement les manuscrits chrétiens, mais aussi musulmans, il y a mandéens, il y a également d'autres, des Shabbaks et d'autres. Donc c'est un patrimoine de l'humanité et non pas seulement un patrimoine chrétien. Donc on essaye de préserver cette histoire en la numérisant, on la met sur des disques durs et en même temps on la laisse sous la disposition des chercheurs pour qu'ils puissent explorer ce qu'il y a à l'intérieur du sujet passionnant, très important au plan biblique, histoire, hagiographique, il y a de l'astronomie, l'astrologie, donc il y a vraiment une richesse très très importante aujourd'hui où les chercheurs peuvent puiser ce qu'ils veulent à l'intérieur et découvrir un peu notre passé qui est très riche. Le père Najib a depuis numérisé plusieurs dizaines de milliers de documents et archives, dont 8000 manuscrits. Certains remontent au XIIe siècle. Après plusieurs conférences à Nice et Paris, le père Najib va retourner aux côtés des siens à Erbil. Le reste de l'actualité, en bref. Un autre père était en principauté, le père brésilien Renato Chiara. Il vient en aide aux enfants concernés par des problèmes de drogue dans son pays. L'association Monaco Aide et Présence soutient son action depuis 24 ans. Eh bien, le père Renato est allé à la rencontre des élèves du lycée FANB. Partons à présent du côté de l'Ermitage. Vous le voyez, la fête nationale néerlandaise a été célébrée en milieu de semaine au sein de l'établissement, où la couleur orange était la bienvenue. Ce rendez-vous a été organisé par le consul général du Royaume des Pays-Bas à Monaco. Cette fête célèbre la monarchie. La date a été changée récemment au 27 avril après l'avènement du roi Willem-Alexander. Santé, grâce à un généreux donateur, le service d'urologie du centre hospitalier Princesse Grace est doté depuis peu d'un nouveau laser. Cet appareil vient d'être inauguré au CHPG en présence du Conseil de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, M. Stéphane Valéry. Reportage de Christine Datomel. Outil extrêmement performant, ce laser permet de traiter les calculs urinaires et les adénomes prostatiques. Doté d'une technique mini-invasive, il passe par les voies naturelles, remplaçant ainsi la chirurgie dite ouverte et limitant de façon considérable les risques de complications. Et si ce nouvel équipement vient compléter le plateau technique de haut niveau du CHPG, le service d'urologie a quant à lui accueilli il y a quelques semaines à sa tête un nouveau chef de service, un médecin de renom, le docteur Hervé Baumer. Au-delà des plateaux techniques, ce qui fait la qualité des soins et ce que nous voulons, pour le meilleur que nous voulons pour les monégasques, pour les résidents, pour tous les patients de cet hôpital, c'est la meilleure prise en charge possible des soins. Et pour ça, il nous faut les meilleurs médecins. Donc sachez que j'accorde avec la direction de l'hôpital beaucoup d'importance au jury de concours pour justement aller recruter les tout meilleurs médecins de France et d'Europe. Et c'est le cas du docteur Baumer. Le docteur Baumer est un des tout meilleurs urologues en France et en Europe et il est notamment un des très grands spécialistes de ces techniques mini-invasives. L'avenir de la médecine, ce n'est pas de lourdes opérations chirurgicales qui font saigner beaucoup, qui nécessitent des longues hospitalisations. L'avenir, ce sont les techniques mini-invasives, avec notamment ce genre d'appareil que nous venons d'acquérir grâce au don de monsieur et madame Paper. Ce sont des techniques avec des lasers qui permettent en une journée, sans saignement ou presque, et de manière beaucoup plus rapide, effectivement, de guérir et de bien soigner. Très peu d'hôpitaux utilisent à ce jour ce laser pour ces interventions d'urologie. Le CHPG rejoint donc le cercle très fermé des établissements se servant de cet outil de dernière génération. Il s'agit d'un laser qui est utilisé essentiellement en urologie dans 3 pathologies. La première, c'est l'adénome de la prostate, qui est une pathologie extrêmement fréquente puisqu'elle touche entre 50 et 80% des hommes d'âge mûr, on va dire, et qui est à l'origine de troubles urinaires
qui sont connus par la plupart des hommes, qui sont parfois un jet faible, des envies fréquentes et pressantes d'uriner. Une prostate, il faut savoir que c'est un organe qui est très vascularisé et lorsqu'on va, entre guillemets, raboter la prostate, la réséquer, il y a des saignements assez conséquents qui sont bien sûr maîtrisés pendant l'intervention, mais il y a des saignements persistants après l'opération qui durent plusieurs jours et raisons pour lesquelles les patients restent hospitalisés en moyenne entre 4 et 5 jours parce qu'il y a un système de lavage pour éclaircir les urines et éviter qu'il y ait des caillots qui bouchent les sondes urinaires. L'autre inconvénient de cette technologie, c'est que comme vous avez ces saignements, vous êtes obligé, parce que le lavage est nécessaire, de garder la sonde urinaire plusieurs jours, en moyenne 3 jours, parfois plus, parfois un petit peu moins. Les sondes urinaires sont des portes d'entrée potentielles à des infections, et notamment les infections nosocomiales. Donc l'avantage du laser, c'est qu'il a une capacité de coagulation infiniment plus efficace que les résécteurs classiques. De ce fait, on n'a plus besoin du lavage après l'intervention et on peut retirer la sonde généralement le lendemain de l'opération et les patients sortent le lendemain ou le surlendemain. Donc ça permet de réduire de façon importante la durée de sondage et de ce fait la durée d'hospitalisation qui est la conséquence de ce sondage. Et également la convalescence puisque les patients saignent moins donc ils récupèrent beaucoup plus rapidement. Les autres situations où on peut utiliser ce laser, c'est notamment pour traiter les calculs urinaires. Donc les calculs provoquent ce qu'on appelle des coliques néphrétiques, ce sont des douleurs intenses que connaissent bien certains patients, malheureusement. Donc les calculs sont généralement traités par lithotricie, qui est une machine qui permet de bombarder entre guillemets les calculs de l'extérieur à travers la peau à l'aide d'ultrasons. Mais on sait que de temps en temps, les calculs sont trop denses ou trop gros et cette technique externe, entre guillemets, n'est pas suffisamment performante pour fragmenter le calcul. Dans ces cas-là, on est obligé d'utiliser des endoscopes, généralement de passer par les voies naturelles, jusque dans le rein, jusque dans le calcul. Et là, ce laser va nous permettre de fragmenter le calcul en tout petits fragments, de le vaporiser, de transformer le calcul en grains de sable qui vont pouvoir être éliminés spontanément, sans douleur cette fois-ci. Ce laser peut également être utilisé pour détruire des tumeurs se trouvant dans la tuyauterie rénale sans avoir à retirer le rein. Un laser polyvalent qui permet donc d'éviter les incisions, les saignements et les complications post-opératoires. Un outil performant essentiel pour le service d'urologie du CHPG, 80% des hommes d'âge mûr présentant des troubles urinaires. Les élèves du lycée Albert Ier et du lycée FANB ont débattu autour de 2 thèmes ce jeudi, le nucléaire et le bio, dans le cadre des 12e rencontres Monaco Jeunesse et Développement Durable. Reportage de Dominique Poulain. Le décor est planté. On se croirait sur un plateau de télévision, mais il n'en est rien. Nous sommes à l'auditorium du lycée Albert Ier pour les 12e rencontres Monaco Jeunesse et Développement Durable. Rencontre organisée par MC2D, l'association Monaco Développement Durable, avec le soutien du gouvernement, de la Fondation Prince Albert II ou encore la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Au cœur des débats, le nucléaire et le bio. Les débatteurs sont des élèves de première et terminale du lycée Albert Ier et du lycée François d'Assise et Nicolas Barré. L'objectif, c'est de faire prendre conscience, de faire réfléchir les élèves de première ou de terminale de nos établissements à Monaco sur des thèmes qui portent sur l'environnement. On a traité un grand nombre de sujets dans les années passées. Je les ai plus en tête, mais bon. Donc, je crois que c'est important parce que il y a ceux qu'on voit sur scène, mais il y a tout le travail qui est fait au sein des classes avec les professeurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être que très positif. Dans l'assistance, d'autres élèves, mais également des professionnels du secteur de l'environnement venus écouter avec intérêt les idées de la jeunesse monégasque. Premier débat, le nucléaire. Et la question, faut-il encore aujourd'hui construire des centrales nucléaires en France ? Les lycéens débattent pendant une demi-heure. Ici à gauche, il y a ceux qui sont contre, ceux qui considèrent que le nucléaire est dangereux pour l'environnement et la santé. À droite, il y a ceux qui sont pour, ceux qui estiment que les risques du nucléaire pour la santé sont très exagérés et que les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer l'électricité nucléaire.
Tous ont des qualités d'orateurs et tous exposent leurs arguments. Honnêtement, ça a été vraiment dur au début, surtout que j'avais fait mon TPE avant sur les cerfs-volants et donc une énergie propre. Et pour moi, ça a été vraiment un obstacle au début. Puis après, on se rend vite compte qu'on va contre son argument parce que 80% c'est quand même énorme à satisfaire. Et au final, j'avais envie de parcourir cet obstacle et de me dire que oui, peut-être que le nucléaire, c'était aussi une bonne chose. C'est dur à convaincre les gens. Et c'est difficile parce qu'on a tous cet a priori, on se focalise sur le nucléaire, c'est mauvais. Puis au final, on se dit oui, peut-être que c'est mauvais, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre après? Est-ce que vous pouvez nous fournir une idée qui serait révolutionnaire? Il n'y a pas de réponse, c'est ça le problème. Deuxième débat, le succès du bio. Le débat porte sur la question des bienfaits du bio. Les lycéens débattent donc sur l'agriculture biologique et sur l'agriculture conventionnelle. Ces élèves sont les partisans de l'agriculture bio. Pour eux, la production de produits biologiques a moins d'impact sur l'environnement que la production conventionnelle moderne, qui utilise engrais et pesticides. En face, ces élèves ne sont pas forcément pour les produits bio. Ils considèrent que manger bio est un choix de vie qui ne garantit pas une meilleure qualité nutritionnelle, que les produits bio sont en moyenne de 30 à 40% plus chers et que le bio ne fournira jamais les rendements nécessaires pour nourrir une population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Au début, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, on se demandait comment on allait arriver à défendre ce côté-là, puisque quand même, c'est difficile de défendre les pesticides, quelque chose qui pollue et tout. Mais au final, on a réussi à trouver les bons arguments, on a réussi à bien s'entendre entre nous et à être cohérents. Donc franchement, au final, c'est bien. Il faut continuer à manger l'agriculture conventionnelle, tout en modifiant tout ce qui a été fait au niveau des pesticides pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement, mais ne pas oublier quand même de nouvelles techniques telles que le slow food ou même l'agriculture biologique, parce qu'on a été contre l'agriculture biologique, mais il faut quand même dire que c'est une bonne idée, mais il faut juste l'améliorer pour qu'il y ait le moins de soucis possible. Après chaque débat, le jury s'est retiré à l'extérieur de l'auditorium pour délibérer. L'équipe qui a défendu le nucléaire et celle qui n'était pas favorable au bio sont celles qui ont le plus convaincu le jury. Ces équipes se sont vues remettre des cadeaux, des livres, mais aussi une montre connectée. La première édition d'Art Monte Carlo aura lieu au Grimaldi Forum jusqu'au 1er mai. Il s'agit d'un nouveau salon d'art contemporain qui permet de faire honneur aux exigences des nombreux collectionneurs d'art de la région. Vanessa Dessy vous en dit plus. 36 galeries internationales et une scénographie soignée. Art Monte Carlo a ouvert ses portes pour la première fois en principauté. Également organisé à Genève, le salon permet de renforcer le dialogue entre le monde du marché de l'art et le monde institutionnel. On y trouve des galeries d'art contemporain, des galeries d'art moderne et des galeries de design contemporain. Une large part est consacrée aux galeries d'art contemporain, il y en a 36. Ce sont des galeries internationales qui ont été choisies par un comité de sélection pointu, exigeant, qualitatif. Ces expositions-là sont sur l'espace Ravel du Grimaldi Forum et ensuite il y a une deuxième plateforme qui est la plateforme Diaghilev qui accueille quant à elle une quinzaine d'expositions à but non lucratif, dont des expositions invitées qui sont des fondations, des musées, des espaces d'art, des collections privées. La création d'Art Monte Carlo a été motivée par l'enthousiasme de galeristes et de collectionneurs ayant fait l'expérience d'Art Genève. L'organisateur souhaitait surtout percevoir dans le concept de salon d'art une alternative aux grandes foires internationales. Son intention était avant tout d'établir sur la Côte d'Azur une plateforme artistique de premier plan. Alors effectivement, on a créé Art Genève en 2012 avec ce même concept de balance entre des galeries commerciales et une sorte de mini-biennale. Et ce concept se développe très bien sur Genève et des exposants, donc des galeries qui ont fait l'expérience d'Art Genève, ainsi que des visiteurs, des collectionneurs qui aiment ce concept et qui connaissent la région de Monaco, enfin la Côte d'Azur d'une manière plus générale, nous ont motivés à venir exporter notre concept dans la région. Le salon Art Monte Carlo est à découvrir au Grimaldi Forum jusqu'au 1er mai. Après ce très bon résultat de basket, il est temps de recevoir notre invité du week-end. Il s'agit de Frédéric Platini. Bonjour. Et bonjour. On a à côté de nous l'espace Léo Ferré avec même une banderole parce qu'il va se passer quelque chose d'important pour la Croix-Rouge monégasque ce samedi. C'est un peu notre événement populaire, la braderie de Monaco.
Donc c'est grande braderie. Je peux expliquer un peu le concept, c'est qu'en fait on reçoit beaucoup de vêtements, beaucoup de dons à la Croix-Rouge pour des familles nécessiteuses, mais on reçoit aussi des sacs Hermès. Alors on s'était posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait recaser ces sacs Hermès. Voilà. D'où la grande braderie, entre autres. Non, parce qu'il y a effectivement des outils plus populaires, il y a des vêtements, il y a des meubles. Ou d'autres grandes marques même. Voilà, et puis on a le problème de stock aussi à la Croix-Rouge, parce qu'on ne peut pas stocker indéfiniment. Donc d'où l'idée d'organiser une braderie, et qui est un événement populaire, parce qu'on a eu l'année dernière plus de 2000 visiteurs. Et puis c'est un peu aussi notre organisation interne qui se chamboule à ce moment-là. On a 200 bénévoles, tous les employés de la Croix-Rouge qui sont là, le conseil d'administration. Donc on est un peu tous mobilisés pour cette braderie. Voilà. C'est en famille et en même temps une grande fête populaire. C'est ce samedi, toute la journée? Oui, c'est toute la journée, avec des événements qui vont ponctuer un peu la journée. Bon, déjà la vente, bien sûr. Il faut arriver tôt pour avoir les meilleurs, mais je sais que la queue est déjà organisée, la sécurité aussi. Il faut arriver tôt pour avoir les meilleurs objets. Et ensuite, des événements, vous pouvez venir avec vos enfants et les enfants seront éduqués à des principes comme les risques de la vie à la maison et autres, les principes de la Croix-Rouge et une tombola aussi à 16h pour des lots un peu particuliers. Voilà. Qu'est-ce que représente cette braderie pour la Croix-Rouge monégasque? Je pense un événement fédérateur pour notre maison. C'est le moment où on se retrouve toutes sections confondues, tous les bénévoles, tous les employés, tous les membres du conseil d'administration. On se retrouve tous ensemble pour une organisation populaire où on est au contact, je dirais, de la population monégasque, des alentours. Et voilà. Donc c'est vraiment un événement fédérateur pour nous. Nous, on est content de la faire déjà pour ça. Et le deuxième point, c'est aussi un événement qui nous ramène un peu de fonds pour financer des actions. Voilà. Bien sûr, j'imagine que c'est important parce qu'il y a deux branches au sein de la Croix-Rouge monégasque. Il y a la partie, vous allez nous l'expliquer, mais il y a la partie nationale, ce qui se passe ici à Monaco, le côté social, et puis il y a la partie aussi internationale, c'est ça? Alors il y a beaucoup de branches à la Croix-Rouge, il y a une dizaine de sections. Il y a effectivement, c'est un peu bipolaire, ça veut dire qu'on a Monaco et puis on a l'international. Mais qu'est-ce qu'on a à Monaco? On a le social, on a le secourisme, on a des enfants à la crèche garderie, on est présent dans tous les hôpitaux, on est présent dans toutes les maisons de retraite. Donc c'est multiforme à Monaco. À l'international, c'est des projets spécifiques financés par la Croix-Rouge monégasque à travers la SHI, puisqu'on a une section internationale. Mais c'est aussi tout l'appui que la Croix-Rouge monégasque donne aussi bien à la Fédération et au CICR quand il y a des catastrophes, pour le Népal, pour aujourd'hui l'Équateur. Donc voilà, on a cette dichotomie d'action. Et cette année, l'année dernière, c'était les profits de la vente de la braderie, c'était au bénéfice de l'international. Ouais. Cette année, c'est pour notre service social. D'accord, très bien. Et justement, puisque vous parlez de l'international, est-ce qu'il y a des pays à l'international qui sont particulièrement concernés, qui vous concernent particulièrement, vous, la Croix-Rouge monégasque? Quelles sont les directives, l'avenir de cette branche internationale? Alors, on est traditionnellement sur l'Afrique de l'Ouest. Ouais. On est très présent sur le Burkina, très présent sur le Mali, très présent sur la Côte d'Ivoire, aussi au Sénégal. Donc l'Afrique de l'Ouest, je dirais. On a aujourd'hui un outil qui va être fantastique, qui va être le pavillon de Monaco, qui aujourd'hui est parti de Milan. Il reste 2017. Voilà, il ne reste plus rien à Milan. Mais par contre, les containers sont à Ouagadougou, oui. Et les travaux ont commencé à Lumbila. Donc ça veut dire, ça y est, on est en marche. Et là, on va avoir un outil fantastique pour travailler sur la région. Ça, c'est un premier axe. Parce que c'est un gros projet, Lumbila 2017, c'est un centre de secourisme qui s'autogère en plus. C'est un centre de premier secours, mais pas juste pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc on parle de milliers de formations, de milliers de formateurs formés. Donc c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact considérable dans la région. Et c'est certainement le plus gros projet qu'a jamais affronté la Croix-Rouge monégasque à l'international. Donc ça, c'est aujourd'hui une grosse priorité d'action. Donc ça, c'est vraiment des projets de développement à long terme dans des pays structurés. Et après, il y a toute l'urgence. Parce que vous savez que la fédération est active dans le domaine de l'urgence. Bien sûr. Quand il y a des catastrophes. Catastrophes. Le Népal l'année dernière, par exemple. Aujourd'hui, la Croix-Rouge monégasque met en œuvre un projet de reconstruction avec ses sœurs, comme la Croix-Rouge du Luxembourg ou du Liechtenstein, au Népal, grâce à la mobilité et la mobilisation des fonds qu'on a reçus sur Monaco, plus de 500 000 €. Pour le rappeler, c'est plus que l'Italie. Donc on arrive à mobiliser des fonds et après on fait des projets. D'où viennent justement tous ces financements? La braderie, le gala, la Croix-Rouge monégasque, quels sont les financements globalement? Je dirais que notre première aide, honnêtement, c'est l'État monégasque. Ça veut dire que l'État monégasque considère la Croix-Rouge comme un auxiliaire de pouvoir public. Et donc, on les aide pour tout ce qui est secourisme. On a un service social, on a la crèche garderie. Donc déjà, on a une grosse contribution de l'État monégasque chaque année. Et ensuite, sur nos actions, on a des donateurs qu'on mobilise tout au long de l'année. Et puis, il ne faut pas oublier le petit donateur. La Croix-Rouge reçoit énormément de tout petits dons, de 20 €, 5 €, 10 €, des dons de vêtements,
Mais tout ça mis bout à bout fait un gros donateur. Et on invite bien sûr tous les téléspectateurs à se rendre à la braderie ce samedi pour la bonne cause. On vous souhaite donc beaucoup de monde. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Ce journal est terminé. On se quitte avec la météo. À très bientôt. Au revoir. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Samedi, un temps assez ensoleillé dans la matinée. Les nuages arriveront en cours de journée avec un risque d'averse en fin d'après-midi. Les températures resteront proches des normales de 13 à 19 degrés. Dimanche, un ciel incertain entre nuages menaçants et éclaircies. Il se peut qu'il pleuve par moments, comptez de 12 à 17 degrés. Lundi, des nuages matinaux faisant place à du beau temps, il fera de 13 à 19 degrés. Et enfin, mardi, un beau ciel bleu et des températures douces de 14 à 20 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts.